La voilà enfin, cette machine tant attendue et qui promet de détrôner toutes les autres. Après 2 semaines à pousser la Lenovo Legion Go 2 dans ses retranchements, il est temps de te livrer mon verdict final. Est-ce vraiment la console portable ultime de 2025 ? Eh bien, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si simple. Et oui, elle souffre de fâcheux défauts qui, dans mon cas, nécessitent un renvoi en SAV. On dit merci qui ? Et salut les moustachus, c'est l'Irad et si tu as répondu autre chose que Lenovo, tu es officiellement une coquine de moustache. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test ultra complet, comme j'ai l'habitude d'en proposer sur cette chaîne. Si tu as vu ma vidéo de présentation, dont je te mets le lien en description, tu connais déjà la fiche technique sur le bout des doigts. Alors aujourd'hui, on passe directement à la pratique. Depuis que je l'ai, je l'utilise quotidiennement. Je la trimballe partout avec moi, comme un bibi. Je la bidouille, pas comme un bibi, et il est temps de te donner mes impressions. Dans cette vidéo, on va donc faire un très bref tour du propriétaire, puis on va plonger dans le vif du sujet, on va décortiquer ensemble ses immenses qualités, mais aussi ses défauts. Et crois-moi, la console n'en est pas exempte. On fera également le point sur ses performances, avec et sans la Xbox Full Screen Experience. Je te dirai ensuite pourquoi c'est, selon moi, la meilleure console du marché, qui en est la cible, et pourquoi. Mais également si son prix astronomique est justifiable, et enfin on conclura avec mon avis global, est-ce que je la recommande et vais-je la garder ? Allez, retroussons-nous les moustaches, et c'est parti. Je ne vais pas refaire toute la fiche technique, mais rappelons tout de même les points essentiels. On a là une bête de course, sublimée par un écran OLED de 8,8 pouces à 144 Hz, une puce AMD Ryzen Z2 Extreme qui en a sous le capot, accompagnée de 32 Go de RAM ultra rapide. C'est 12 de plus que la ROG Xbox Ally X, que j'appellerai dorénavant RX AX. D'ailleurs, petite incartade, si tu l'as déjà entre les mains, tu dois absolument aller dans le BIOS en maintenant le bouton volume plus au démarrage pour augmenter la quantité de RAM allouée au processeur graphique. Et oui, car par défaut, le BIOS n'alloue que 2 Go de mémoire vidéo. Je recommande donc de passer cette valeur à au moins 8 Go. C'est un compromis parfait qui laisse un confortable 24 Go pour le système, tout en donnant un vrai coup de boost dans les jeux vidéo. La promesse de cette console, au-delà de cet apparat grandiloquent, c'est évidemment sa polyvalence poussée à l'extrême. Rendez-vous bien compte, on a une console nomade qui peut carrément jouer les PC, tablettes et même Switch à ses heures perdues. Les rumeurs disent même qu'après 2 ans, les avocats de Nintendo cherchent encore comment faire un procès à Lenovo. J'ai personnellement fait sauter le SSD de 1 Teraoctet d'origine, pour le remplacer par un monstre de 4 Teraoctets. Et sache qu'elle peut même accueillir jusqu'à 8 Teraoctets. De quoi stocker toutes les photos de chatons des internets. Si tu es intéressé, je détaille le procédé étape par étape dans cette vidéo tuto que je te glisse en description. Bon, comme tu peux le constater, sur le papier, la console a d'énormes qualités, alors feuilletons ce catalogue en détail. Commençons par ce qui saute aux yeux, l'écran OLED. Oui, c'est le point d'orgue de la console, mais ça a fatalement un coût supérieur. On ne peut pas réclamer sans cesse de l'OLED et jouer ensuite les étonnés quand la facture tombe. Je concède néanmoins que le prix aurait pu être réduit avec une dalle de 8 pouces au format un peu plus standard. Mais waouh, quelle claque visuelle! C'est grand, c'est beau, c'est fluide, les couleurs sont percutantes et le contraste est infini. C'est juste somptueux et ça change radicalement l'expérience d'utilisation. On est alors plus seulement en train d'explorer une peinture, on y vit une expédition. Et le son n'est pas en reste, car bien que sans atteindre le niveau d'une ROG Ally, il reste très qualitatif quand paramétré correctement avec la suite Naimic. Ensuite, la modularité et la personnalisation. Les manettes détachables, avec effet hall pour éviter le drift, c'est top. Le D-pad a été amélioré, on a un trackpad, une molette et pas moins de 6 boutons programmables. Et sur ce point, Lenovo a fait très fort. Contrairement à la ROG Ally, qui n'en a que 2, servant uniquement à modifier l'action d'un appui sur un autre bouton, ici, dans les Legion Space, on peut leur assigner leur propre raccourci, sans avoir ensuite à réfléchir quelle combinaison faire. Un clic droit par-ci, un Rage Quit Alt F4 par-là, en clair, c'est parfait pour disparaître aussi vite que ton amour-propre après une défaite dans Elden Ring. Je regrette seulement de ne pas pouvoir assigner une suite de caractères. J'ai pris pour habitude d'avoir, sur mes claviers Logitech, une macro pour taper son email en une fraction de seconde par exemple. Le lecteur d'empreintes est aussi bien moins capricieux que celui de la ROG Ally, probablement en raison de sa plus grande largeur. Aussi, le stand intégré est robuste et qualitatif. Grâce à ces 2 charnières, il offre un très grand angle et c'est donc parfait pour jouer sur une table. Côté batterie, on a 74 Wh. C'est un peu moins que la concurrence, mais la Legion Go 2 n'a pas à rougir car c'est compensé par 2 points.
Premièrement, cet écran OLED est nécessairement moins énergivore qu'un écran IPS ou LCD, fonctionnant avec un rétroéclairage. Pour en connaître la raison précise, je te renvoie vers ma vidéo de vulgarisation sur les pixels, qui explique tout ça en détail, et comme d'habitude, lien en description. Deuxièmement, la charge à 100 watts. Je préfère 1000 fois une batterie qui se recharge ultra rapidement, plutôt qu'une batterie à peine plus grosse, qui met des heures à se remplir. En 25 minutes, tu passes de 20 à 50%, et le 20 à 80% est abattu en 52 minutes seulement. Et comme pour la ROG Ally, une option permet de bloquer la charge à 80% pour préserver la capacité de la batterie sur le long terme. À ne pas oublier de décocher quand on s'apprête à barouder. N'oublions pas la garantie de 36 mois. Oui, 3 ans, c'est plus long que la plupart des séries Netflix et que la concurrence sur le marché des consoles nomades. La Legion Go 2 a été conçue pour durer et Lenovo le sait. C'est un réel gage de confiance et de sérénité. Cerise sur le joystick, ceux qui, comme moi, ont déjà acheté des accessoires pour la première génération de consoles peuvent être rassurés, la plupart des accessoires restent compatibles. Ici, par exemple, j'ai conservé la sacoche de transport de la ROG Ally, les docks et autres écouteurs fournis avec la ROG Ally, et comme tu peux le constater, je peux aussi glisser une batterie et un chargeur. Pour pousser le vice à fond, j'ai été jusqu'à commander cet accessoire de la première Legion Go, permettant de transformer les contrôleurs en véritables manettes. Et ça fonctionne! Enfin, sa plus grande force, c'est sa polyvalence. C'est une console nomade, une tablette Windows, et même un PC d'appoint avec sa souris intégrée via son mode FPS. On notera aussi l'existence d'un port jack, d'un port micro-SD, d'un micro, et même d'un capteur de luminosité. Bref, elle peut tout faire. Mais malheureusement, la console parfaite n'existe pas. Et cette Legion Go 2 a quelques défauts qui peuvent vraiment agacer. Le plus gros défaut selon moi, c'est le démontage pour changer le SSD. C'est long, laborieux et à des années-lumière de la simplicité de la ROG Ally, où l'opération prend littéralement 2 minutes. Pour un néophyte, c'est clairement un point noir. C'est même à se demander si Lenovo n'a pas fait exprès de rendre la tâche difficile pour que l'utilisateur lambda se reporte sur le SSD de 2 Teraoctets, vendu 300 € plus cher que celui de 512. C'est un peu du niveau des fabricants d'imprimantes et de leurs cartouches d'encre. On vous voit, hein. Ensuite, il y a un défaut de conception sur les premiers modèles. Et je suis concerné. La gâchette avant droite a tendance à se bloquer si on appuie en même temps sur la gâchette arrière. Pour un produit vendu jusqu'à 1500 €, c'est tout bonnement inacceptable. Et à ma connaissance, Lenovo n'a à ce jour pris aucune mesure pour en avertir les consommateurs. En ce qui me concerne, le plaisir aura été de courte durée, et la question « vais-je la garder ?» est vite répondue. Côté ergonomie, même si la prise en main est globalement bonne, et que je n'ai ressenti aucune gêne sur les sessions prolongées, je trouve les boutons ABXY un peu petits, et le joystick droit peut parfois gêner l'appui sur les boutons X et A. Le trackpad est aussi un peu trop bas à mon goût, et manque cruellement de sensibilité. Il faut parfois glisser le pouce 3 fois pour aller d'un bord à l'autre de l'écran. Il faudrait absolument l'augmenter dans les réglages, mais je n'ai trouvé aucune option dédiée dans Legion Space. Le hic, c'est que si l'on touche aux paramètres de sensibilité dans Windows, ça impacte toutes les souris que l'on viendrait à brancher ensuite, les rendant alors trop sensibles. La seule alternative que j'ai trouvée, à ce stade, est d'augmenter la sensibilité en jeu directement. Lenovo, si vous passez par là, par pitié, ajoutez une option de réglage du trackpad dans Legion Space. Pour entacher toujours plus le paysage, on a droit à des économies de bout de chandelle. On te vend une console capable de charger à 100 watts, mais on te fournit un chargeur de 65 watts. Et si tu le refuses, on ne t'offre une ristourne que de 10 €. C'est un peu comme commander une Ferrari et la recevoir avec des pneus de Twingo. Idem pour la sacoche de transport fournie de base, celle-ci est ultra cheap et ne protège en rien la console, et est donc bonne à jeter directement. Pour rester poli, cette politique est plus que douteuse. Côté température, je n'ai rien noté de choquant. Après une petite session sur Cyberpunk 77, j'ai mesuré les températures suivantes. 48 degrés en sortie de ventilation, 42 degrés à la surface de l'écran, et 30 degrés au niveau des contrôleurs. En revanche, côté ventilation, celle-ci est bruyante, bien plus qu'une ROG Ally. J'ai mesuré 50 décibels avec une ventilation poussée au maximum. C'est le niveau sonore d'une conversation. Notons toutefois que ce bruit est rapidement couvert par le son du jeu. À 20%, la ventilation reste plus forte, néanmoins, dès 50%, ça prend le dessus sur le bruit du ventilateur avec environ 60 décibels, soit 10 de plus et un niveau équivalent à un lave-linge. Enfin, à 100% de volume, la console crache allègrement 70 décibels, l'équivalent d'un aspirateur ou d'une voix forte. En vrac, quelques autres points mineurs, mais qu'il me semble tout de même important de mentionner. Le monitoring de Legion Space n'affiche pas la consommation totale en watts,
C'est dommage, mais compensé par l'affichage de l'autonomie restante. Le revêtement anti-reflet, lui, est aussi efficace que le développement de Star Citizen, et la molette est appréciable et cliquable, mais aime un peu trop à se faire remarquer à mon goût. Enfin, le port microSD. C'est super, mais j'aurais tellement préféré un port de carte SIM, ou même simplement une eSIM, afin d'avoir de la 5G partout. Honnêtement, tu n'en as pas marre de devoir systématiquement partager la connexion de ton smartphone pour avoir du réseau? Car moi si. Et le clou du spectacle, c'est évidemment le prix. 1300 €, le modèle interaoctet au lancement. Lenovo se permet une marge considérable sur le dos du consommateur. Forcément, là où une entreprise comme Valve peut se permettre de vendre son Steam Deck à prix coûtant et se rattraper sur les ventes de jeux, c'est loin d'être le cas pour une marque comme Lenovo qui fait essentiellement du hardware. Ceci explique donc un rapport qualité-prix assez discutable. Néanmoins, la rupture de stock au lancement prouve que Lenovo aurait eu bien tort de se priver. Rappelons tout de même qu'en comparaison, une RX AX c'est 900 € et une MSI Cloud 8 c'est 1000 €. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en jeu, ça donne quoi? Eh bien, tout d'abord, il convient de planter un peu le décor. Le mode Xbox Full Screen Experience, prévu pour la future RX AX et qui devait arriver en 2026 sur la Legion Go 2, est d'ores et déjà activable sur une version preview de la 25H2. Ce mode promet une version moins gourmande de Windows et démarrant sur une interface Xbox, avec toutefois la possibilité de basculer sur un Windows complet si besoin. En clair, une expérience pensée et optimisée pour le gaming nomade. Ainsi, j'ai réalisé un petit test avec la version tout droit sortie du carton afin d'avoir un élément de comparaison. Sur Hollow Knight 2, la console se balade à 144 FPS constant, en mode équilibré et avec une autonomie royale de 3 heures. Ok, mais qu'est-ce que ça donne sur un jeu plus gourmand? Eh bien, sur A Plague Tale Requiem, en mode performance, le jeu manque d'optimisation mais en tient environ 45 FPS en 1600 par 1000, le tout en graphisme au minimum. Ça reste jouable et pour une session de 2h40 environ. Le point qui me déçoit probablement autant que toi, c'est que je n'ai pas pensé à lancer un benchmark, j'étais bien trop pressé de changer le SSD et de commencer à jouer réellement. Bon, ceci étant dit, moi ce qui m'intéresse, c'est le mode XFE. D'ailleurs, si cela t'intéresse, j'ai réalisé cette vidéo expliquant les étapes à suivre pour activer ce mode Windows allégé sur ta console nomade, quelle qu'elle soit. Alors, une fois la console passée en mode XFE, qu'est-ce que ça change concrètement? Sur Hollow Knight 2, les performances sont similaires, mais l'autonomie grimpe d'au moins 30 minutes, avec jusqu'à 4 heures d'autonomie. Et si jamais ce n'est toujours pas assez pour toi, tu peux te contenter d'une centaine de FPS, en mode silence, contre 40 minutes d'autonomie en plus. Passons à A Plague Tale Requiem. Sur la même configuration, on conserve sensiblement le même nombre de FPS et d'autonomie, voire même on perd un peu en FPS. Enfin, sur Cyberpunk 2077, pas de comparatif. Par contre, ça donne une idée de la puissance de la bête. Ainsi, on atteint un solide 60 à 70 FPS en élevé, avec le FSR3 et le FrameGen, un résultat impressionnant qui montre bien le potentiel de cette console. Attention toutefois à l'autonomie, qui ne montera pas à plus d'1h30 avec le TDP au maximum. En conclusion, ce mode XFE ne modifie pas de façon évidente la puissance délivrée par la console, mais me semble prolonger très légèrement l'autonomie. Notons également que pour de la bureautique web classique, en mode personnalisé à 7 watts, l'autonomie avoisine les 7 heures. Niveau benchmark, sans être parfait, le score 3D Mark du test TimeSpy permet de situer les performances de façon un peu plus claire. Dans mon cas, j'atteins un score de 4073, c'est 300 points au-dessus de la moyenne de la console. Là aussi, difficile à dire si c'est en raison du mode XFE. Ainsi, entre une ROG Ally Z1 Extreme et une Legion Go 2, on trouve environ 600 points de différence. Alors concrètement, ça veut dire quoi ces 600 points d'écart dans 3D Mark? Eh bien, sans être un envol, c'est un bond facile de 20% par rapport à la première génération. Alors, dit comme ça peut paraître décevant, mais crois-moi, ces petits FPS en plus, c'est l'exacte différence entre un jeu tout juste jouable et un confort de jeu. Ou bien même entre des graphismes médiums ou élevés. Tu l'auras compris, pas indispensable, mais ô combien appréciable. Alors, au final, à qui s'adresse cette Lenovo Legion Go 2? Clairement, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Pour commencer, bien qu'elle gomme les petits défauts de son aîné, si tu possèdes la première génération, tu peux passer ton chemin. À moins que le budget ne soit pas un sujet, l'upgrade ne vaut pas forcément le coup, les 15 à 20% de performance en plus ne justifient pas de repasser à la caisse. Pour les plus petits budgets, la première Legion Go se trouve 3 fois moins chère, et fait encore très bien le travail. Cette console vise plutôt une tranche de marché ultra premium, ceux qui n'ont pas peur du grandiloquent et qui veulent le meilleur du meilleur et sans aucun compromis à faire.
Ne lui manque plus qu'un clavier adapté à son format tablette pour que je puisse définitivement la considérer comme un mini ordinateur. Et en parlant d'ordinateur, certains argueront qu'à ce prix-là, autant partir sur un PC gaming. Soit, mais est-ce que tu peux faire ça avec un PC portable? Ou même ça? Évidemment pas. Mon conseil, c'est que si cette console te fait de l'œil, dis-toi qu'il est urgent d'attendre. Attendre à minima le Black Friday ou les promos de Noël, car payer 1300 € aujourd'hui alors que la RX AX est à 900 €, ce n'est tout simplement pas un bon calcul. L'écart de prix n'est ni justifiable ni justifié. Oui, même avec un écran OLED de cet acabit. Quand son prix tendra vers le cap des 1000 €, là on pourra commencer à discuter sérieusement. Personnellement, je trouve que le format 7 pouces est maintenant hors course. Non mais soyons sérieux 2 minutes, nos écrans de smartphone font quasiment la même taille. Et ne parlons même pas de la GPD Win 5, cette console ultra puissante vendue à prix d'or. Proposer de jouer à des AAA en ultra sur un écran où l'on n'en appréciera jamais la finesse me dépasse totalement. En revanche, un écran de 8 pouces comme celui de la Mi Cyclo, voire carrément 8,8 pouces comme ici, c'est un confort inestimable. Pour ceux qui en douteraient encore, la surface d'affichage est presque 60% plus grande que sur la RX AX. Le marché aujourd'hui est suffisamment fourni pour que tout un chacun y trouve son compte. Il y a de quoi contenter les ultra-nomades, les intermédiaires et les transportables comme cette Légion Go 2. Verdict, bien que la recette soit encore imparfaite, c'est sans aucun doute, selon moi, la meilleure console PC nomade du marché en 2025. L'écran, la polyvalence, les manettes, tout est excellent. C'est un produit fabuleux, mais onéreux, et son prix est évidemment un frein majeur à l'achat. Voilà, j'espère que ce test ultra complet t'aidera à y voir plus clair. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, et si tu as apprécié ce test. Et avant de te laisser, j'ai une petite nouveauté à t'annoncer. J'ouvre dès à présent les souscriptions pour ceux qui veulent soutenir encore plus mon travail. Tu as 2 niveaux de soutien. Le premier palier, sobrement intitulé Graines de moustache, te donne, pour la modique somme d'1 €, un accès prioritaire à mes réponses dans les commentaires. Le second palier, baptisé Fidèle moustache, te donne, pour 3 € par mois, accès à mes vidéos en avant-première, dès qu'elles sont prêtes. C'est un soutien énorme pour la chaîne, qui me permettra par exemple d'acheter du matériel pour mes prochains tests. Alors un grand merci à ceux qui franchiront le pas. Allez, à bientôt ma petite moustache.